Reinhard Heydrich mourut en juin 1942 à l'âge de 38 ans après un attentat dans les rues de Prague. À ce moment-là, il occupait l'un des postes les plus redoutés du Troisième Reich, chef de l'Office central de la sécurité du Reich, organisateur de la conférence de Wannsee et administrateur du protectorat de Bohême-Moravie. Hitler l'appela « l'homme au cœur de fer ». Ses propres collègues le surnommaient « la bête blonde » ou « le boucher de Prague ». Mais derrière la biographie officielle, répétée dans des livres et des documentaires, existe une couche d'épisodes moins connus. Des rumeurs sur son origine juive, des dossiers falsifiés qui déclenchèrent une purge massive en Union soviétique, une expulsion de la marine dissimulée, une mort qui aurait pu être évitée avec un simple gilet pare-balles et une mythologie d'après-guerre qui suscite encore le débat parmi les historiens. 18 fragments de cette histoire moins parcourue composent ce parcours. La rumeur de sang juif qui le poursuivit toute sa vie. Pendant des années circula dans les cercles nazis le soupçon que Heydrich avait des ancêtres juifs du côté de sa grand-mère paternelle, Ernestine Lindner, dont le second nom de famille marital, Suss, alimenta la confusion avec des noms de famille juifs courants à l'époque. La généalogie réelle établit qu'aucun ancêtre direct de Heydrich n'était juif, mais la rumeur s'implanta avec une telle force à Halle, sa ville natale, que des camarades d'école et des recrues de la marine le harcelaient en l'appelant Isidore ou le Juif blanc. Heinrich Himmler lui-même ordonna en 1932 une enquête généalogique exhaustive avant de l'intégrer aux SS, précisément pour trancher la question, et le résultat officiel le déclara « arien pur ». Ce rapport, cependant, n'élimina pas le stigmate social antérieur. Certains biographes soutiennent que l'obsession de Heydrich a démontré une loyauté absolue envers l'idéologie raciale nazie en la poussant à des extrêmes qui dépassèrent nombre de ses supérieurs, fut motivée en partie par le désir d'effacer toute ombre de doute sur sa pureté raciale. Le paradoxe est évident. L'homme qui coordonna la machinerie bureaucratique du génocide porta toute sa vie adulte un surnom qui le liait faussement aux victimes de cette même machinerie. Des documents du service de renseignement britannique, déclassifiés des décennies plus tard, montrent que cette vulnérabilité personnelle fut étudiée comme un possible point de pression psychologique, bien qu'elle ne fût jamais utilisée directement dans des opérations de contre-espionnage. L'origine de la rumeur remonte à une annonce matrimoniale publiée en 1916 par sa grand-mère après être devenue veuve, dans laquelle apparut le nom Suss aux côtés de celui de son second époux. Dans la Halle du début du XXe siècle, ce nom suffisait à éveiller les soupçons dans un milieu social où l'antisémitisme quotidien faisait partie du paysage culturel, même avant l'ascension du nazisme comme mouvement politique organisé. Des camarades des cadets de la marine se rappelèrent des décennies plus tard que Heydrich répondait aux moqueries avec une agressivité disproportionnée, allant parfois jusqu'à des affrontements physiques avec ceux qui répétèrent le surnom. Des biographes comme Mario Dedierichs et Robert Gerwarth s'accordent à signaler que cette expérience précoce de harcèlement, ajoutée à l'humiliation de l'expulsion de la marine qui sera détaillée ensuite, contribua à façonner un besoin presque compulsif de validation externe à travers la réussite professionnelle et la loyauté idéologique extrême. Le rapport généalogique de 1932, commandé spécifiquement par Himmler, retraça 4 générations d'ancêtres de Heydrich sans trouver le moindre lien juif, mais la rapidité avec laquelle cette enquête fut exigée avant de l'accepter dans les SS révèle combien la rumeur pesait encore, même au sein des cercles qui feraient ensuite de lui l'un des visages les plus reconnaissables de l'antisémitisme institutionnel de l'État nazi. Une expulsion de la marine que le régime nazi maquilla complètement. Avant de devenir l'une des figures les plus puissantes de l'appareil de sécurité nazi, Heydrich fut officier de la Kriegsmarine. En 1931, il comparut devant un conseil d'honneur naval pour avoir rompu ses fiançailles avec une jeune femme, fille d'un industriel influent, afin d'épouser Lina von Osten, qu'il avait rencontrée à peine quelques semaines auparavant. Le tribunal naval, présidé par l'amiral Erich Raeder, le reconnut coupable d'une conduite indigne d'un officier et d'un gentleman et l'expulsa de la marine avec déshonneur. La version qui circula ensuite dans la propagande nazie présenta son départ comme une décision volontaire motivée par les coupes budgétaires de la République de Weimar, un récit qui convenait aussi bien à Heydrich qu'au régime, soucieux de présenter ses dignitaires sans tache dans leur dossier.
Lina, son épouse, joua un rôle décisif dans cet épisode. Ce fut elle qui l'encouragea à chercher du travail dans les SS par l'intermédiaire d'un contact familial avec Himmler, transformant ce qui semblait être la fin de sa carrière militaire en le début d'une trajectoire bien plus meurtrière. Sans cette expulsion, que l'histoire officielle nazie se chargea de dissimuler, Heydrich aurait probablement continué comme officier naval de rang intermédiaire et l'architecture de l'appareil répressif du Troisième Reich aurait pris un cours différent. Le dossier du Conseil d'honneur, partiellement conservé dans les archives navales allemandes, détaille que la fiancée abandonnée, identifiée comme Erika, appartenait à une famille ayant des liens directs avec les hauts commandements de la marine, ce qui explique la sévérité de la sanction face à un comportement qui, dans d'autres circonstances, aurait mérité un simple avertissement. L'amiral Raeder, qui présida personnellement le tribunal, consigna par écrit qu'il considérait Heydrich comme un officier techniquement compétent mais moralement instable, une appréciation qui circula de manière informelle parmi les officiers de marine pendant des années. La propagande nazie ultérieure, particulièrement celle élaborée après sa mort afin de construire le récit du martyr, remplaça complètement cette version par un récit de réduction budgétaire résultant des restrictions imposées à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, une explication qui était bien plus commode pour une figure que le régime devait présenter sans tache dans son parcours. Lina von Osten, pour sa part, militait déjà activement dans les cercles nationaux-socialistes avant de rencontrer Heydrich, et ce fut précisément par l'intermédiaire de son père, sympathisant précoce du parti, que fut établi le contact avec un officier des SS qui recommanda Heydrich pour un entretien direct avec Himmler en 1931. Cet entretien, qui selon des témoignages ultérieurs dura à peine quelques minutes, suffit pour que Himmler lui propose immédiatement la tâche d'organiser à partir de zéro un service de renseignement interne pour le parti nazi, germe de ce qui deviendrait ensuite le redouté Sicherheitsdienst, le violoniste qui jouait Beethoven avant de signer des ordres d'extermination. Heydrich hérita de son père, Bruno Heydrich, fondateur d'un conservatoire de musique à Halle, d'un talent remarquable pour le violon. Des témoins de son entourage familial décrivirent des soirées au cours desquelles il interprétait des pièces de Beethoven et de Mozart avec une sensibilité qui contrastait radicalement avec son comportement professionnel. Lina, son épouse, relata dans des mémoires ultérieures que son mari jouait des compositions de musique de chambre jusque tard dans la nuit, parfois comme moyen de décompression après des journées consacrées à la planification d'opérations répressives. Certains historiens spécialisés dans la psychologie des auteurs de crimes signalent ce contraste comme un cas de compartimentation extrême, la capacité de séparer de manière hermétique la sensibilité esthétique de la cruauté systématique. Heydrich lui-même alla jusqu'à organiser des concerts de musique de chambre à Prague durant son mandat en tant que protecteur de Bohême et de Moravie, invitant des officiers des SS et des fonctionnaires du protectorat à des séances musicales au château de Prague, le même bâtiment depuis lequel il ordonnait des déportations massives vers les camps d'extermination de l'Est. Cette dualité ne fut pas un secret bien gardé parmi ses contemporains, mais l'historiographie populaire tend à l'omettre au profit d'une image monolithique de froideur bureaucratique, alors que les preuves documentaires suggèrent une personnalité bien plus complexe et, pour de nombreux spécialistes, plus inquiétante précisément en raison de cette coexistence entre raffinement artistique et planification génocidaire. Bruno Heydrich, son père, avait fondé le Conservatoire de musique de Halle et composé plusieurs opéras ayant eu peu de répercussions commerciales, parmi lesquels un intitulé « Amen », qu'il tenta sans succès de positionner dans le circuit wagnérien. Cet héritage musical marqua profondément l'enfance de Reinhard, qui reçut une formation formelle au violon dès l'âge de 5 ans et envisagea même, selon des récits familiaux recueillis par des biographes comme Callum MacDonald, une carrière de musicien professionnel avant de s'orienter vers la vie militaire. Durant sa période à la tête du service de sécurité, il forma un quatuor à cordes informelles avec 3 autres officiers amateurs avec lesquels il répétait chaque semaine lorsque son emploi du temps le permettait, même durant les périodes de plus grande intensité opérationnelle dans la planification de la déportation des Juifs européens. Un aide de camp relata après la guerre que Heydrich exigeait un silence absolu pendant ses séances de pratique nocturne et se montrait visiblement irrité si une interruption administrative quelconque rompait la concentration nécessaire pour exécuter correctement une pièce. Cette capacité à isoler émotionnellement l'activité artistique du reste de sa vie professionnelle
conduisit certains psychiatres légistes, dans des analyses rétrospectives publiées des décennies plus tard, à classer son profil dans un spectre de personnalité caractérisé par une dissociation fonctionnelle notable entre la sensibilité esthétique et l'absence d'empathie envers les victimes de ses décisions administratives. L'escrimeur qui s'entraînait comme si l'épée était une extension de son corps. Outre le violon, Heydrich cultiva l'escrime avec un dévouement qui frôlait l'obsession. Il pratiqua aussi bien le sabre que le fleuret depuis l'adolescence et continua à s'entraîner régulièrement durant ses années dans les SS, allant jusqu'à participer à des tournois de niveau national. Des collègues de l'époque décrivirent son style comme agressif et calculateur, marqué par une agilité physique qui surprenait ceux qui ne le connaissaient que par son profil administratif. Cette habileté athlétique se combinait avec une pratique intensive de la natation et du ski, disciplines dans lesquelles il excella également. L'intérêt pour le combat au corps à corps dépassa le cadre sportif. Heydrich promut au sein des SS un culte de la supériorité physique comme complément de la supériorité raciale prêchée par l'idéologie nazie, et exigea des officiers sous son commandement des standards de conditions physiques que beaucoup considéraient comme excessifs. Une anecdote documentée par plusieurs biographes indique que, lors d'une séance d'entraînement en 1938, il blessa accidentellement un partenaire d'entraînement avec une telle gravité que l'incident fut consigné dans les archives médicales de l'unité. La combinaison de précision technique et d'agressivité qu'il montrait avec l'épée se transposa, selon des interprétations ultérieures, à sa manière d'exécuter les politiques répressives, méthodiques, rapides et dépourvues d'hésitation. Heydrich en vint à représenter des clubs sportifs de Halle puis de Kiel dans des compétitions régionales d'escrime, discipline dans laquelle sa taille et son envergure, caractéristiques physiques que ses contemporains décrivaient comme imposantes, lui procuraient un avantage considérable face à des adversaires de plus petite stature. Des camarades de la marine se souvenaient qu'il pratiquait des assauts d'escrime même sur le pont durant de longues traversées, utilisant un équipement improvisé lorsqu'il ne disposait pas du matériel réglementaire. Une fois dans les SS, il promut la création d'académies d'escrime et d'éducation physique pour les jeunes officiers, convaincu que la discipline corporelle renforçait le caractère nécessaire pour exécuter les ordres sans hésitation, une philosophie qu'il partageait ouvertement avec Himmler, lequel valorisait de manière similaire le développement physique comme composante idéologique de l'idéal racial nazi. Sa passion pour le ski l'amena à participer à des épreuves de descente dans les Alpes bavaroises durant plusieurs hivers, et son habileté en natation, perfectionnée pendant les années de formation navale, demeura une pratique régulière même durant les années où la charge administrative à la tête de l'Office central de la sécurité du Reich fut la plus lourde. Cette obsession pour la performance physique extrême, documentée dans de multiples sources issues de son entourage proche, contribua à construire parmi ses subordonnés une image d'invulnérabilité qui, paradoxalement, renforça l'excès de confiance qui finirait par l'exposer sans protection adéquate le jour de l'attentat qui lui coûterait la vie. Les faux dossiers qu'il fabriqua lui-même pour détruire l'armée rouge. L'un des épisodes les moins divulgués de la carrière de Heydrich eut lieu en 1936 et 1937. Lorsque le service de sécurité des SS, sous sa direction, participa à la fabrication de documents qui liaient le maréchal soviétique Mikhaïl Tukhachevski à un prétendu complot visant à renverser Staline de connivence avec des officiers allemands. L'opération, connue dans une partie de la littérature historique sous le nom d'affaire Tukhachevski, impliqua des lettres et des communications falsifiées qui finirent, par l'intermédiaire de canaux de renseignement tchécoslovaques et français, entre les mains de Staline lui-même. Le résultat fut dévastateur pour l'armée rouge. Tukhachevski et un nombre considérable de hauts commandants militaires soviétiques furent exécutés en 1937 après des procès sommaires, dans le cadre de la Grande Purge stalinienne. Des historiens comme Robert Conquest et, par la suite, des chercheurs ayant eu accès à des archives soviétiques déclassifiées ont débattu de l'ampleur exacte de l'influence allemande dans cet épisode, puisque Staline nourrissait ses propres soupçons envers son haut commandement indépendamment de toute manipulation extérieure. La participation active de l'appareil de Heydrich à la fabrication de preuves constitue, en tout état de cause, un fait vérifié par de multiples sources documentaires. Le résultat pratique fut que Heydrich
sans déplacer un seul soldat allemand, contribua à affaiblir considérablement la direction militaire de l'Union soviétique à peine 4 ans avant l'invasion allemande de 1941, un avantage stratégique qui est rarement attribué à sa personne dans les récits conventionnels sur le front oriental. L'opération de falsification impliqua un agent du renseignement russe blanc, Nikolai Skoblin, qui servit d'intermédiaire pour introduire le matériel fabriqué dans des canaux qui atteignirent finalement les services de renseignement soviétiques et tchécoslovaques, créant l'illusion que les informations provenaient de sources indépendantes et fiables étrangères à l'appareil nazi. Heydrich supervisa personnellement l'élaboration de lettres simulant une correspondance entre Tukhachevski et des officiers de l'état-major allemand, en employant du papier, de l'encre et des formats diplomatiques soigneusement reproduits afin de résister à une éventuelle analyse médico-légale de l'époque. L'historien Gerwart documente que Heydrich alla jusqu'à se vanter en privé, devant de proches collaborateurs, du succès de l'opération, la considérant comme l'une de ses contributions les plus précieuses à la sécurité stratégique de l'Allemagne, à un moment où la coopération militaire soviéto-allemande des années 20 suscitait encore l'inquiétude des services de renseignement nazis quant au véritable potentiel de l'armée rouge. La purge qui en résulta ne se limita pas à Tukhachevski. Elle emporta 3 des 5 maréchaux soviétiques, 13 des 15 commandants d'armée et une proportion significative du corps des officiers supérieurs, un évidement de l'expérience militaire que différents historiens militaires, parmi lesquels David Glantz, considèrent comme un facteur pertinent, bien que non exclusif, dans les difficultés initiales auxquelles l'armée rouge fut confrontée durant les premiers mois de l'invasion allemande de 1941. Staline lui-même, selon des récits de son entourage recueillis par des historiens soviétiques durant la période d'ouverture des archives postérieures à la dissolution de l'Union soviétique, conserva pendant des années une certaine conviction que le complot avait été réel, une croyance que certains analystes attribuent à l'effet persistant de l'opération de renseignement conçue par Heydrich, capable de semer des doutes qui survécurent même à la révision documentaire ultérieure. La falsification des lettres exigea un niveau de sophistication technique remarquable pour l'époque, notamment l'utilisation de papiers d'origine russe obtenus par des réseaux de contrebande et l'imitation de signatures vérifiées au moyen d'échantillons calligraphiques préalablement recueillis par des agents du renseignement allemand infiltrés dans les cercles diplomatiques soviétiques. Cet épisode, fréquemment réduit à une note de bas de page dans les biographies générales de Heydrich centrées sur son rôle durant l'Holocauste, représente en réalité l'une des opérations de renseignement les plus lourdes de conséquences de toute la décennie 1930, avec des effets qui se prolongèrent bien au-delà de la période immédiate de la purge, conditionnant la qualité du commandement militaire soviétique durant les années décisives du conflit contre l'Allemagne. L'homme qu'Hitler appela le plus dangereux du Reich. Adolf Hitler décrivit Heydrich en privé comme « l'homme au cœur de fer », et, selon des témoignages recueillis auprès de son entourage proche, il alla jusqu'à le désigner comme l'une des figures les plus dangereuses au sein de la hiérarchie nazie, non pas en raison de son ambition politique manifeste, mais en raison de la quantité d'informations compromettantes qu'il accumulait sur pratiquement tous les hauts dirigeants du régime. En tant que chef du service de sécurité, Heydrich conservait des dossiers détaillés sur la vie privée, les finances et les possibles déviations idéologiques de figures telles que Hermann Göring, Joseph Goebbels et d'autres dirigeants de premier plan. Cette accumulation de matériel sensible générait un équilibre de pouvoir particulier. Aucun dignitaire nazi ne se sentait totalement en sécurité face à Heydrich, y compris Himmler, son supérieur direct, qui exprima parfois de la méfiance devant l'influence croissante de son subordonné. Goebbels alla jusqu'à noter dans son journal personnel une certaine inquiétude quant au degré de contrôle qu'Heydrich exerçait sur les archives du renseignement interne du parti. Cette dynamique de surveillance mutuelle au sein même du cercle nazi apparaît rarement dans les récits centrés exclusivement sur ces crimes contre les populations civiles, mais elle est essentielle pour comprendre pourquoi certains historiens considèrent qu'Heydrich, s'il avait survécu à la guerre, avait des perspectives de pouvoir qui auraient pu rivaliser avec celles de Himmler, ou même, dans un scénario hypothétique de prolongation du régime, avec celle du propre cercle intime de Hitler. Le nom même par lequel Hitler le distingua, l'homme au cœur de fer,
apparu dans le contexte d'un discours prononcé après la mort de Heydrich, mais des historiens ayant examiné la correspondance et les notes de réunions antérieures indiquent que l'expression reflétait une appréciation que Hitler entretenait déjà en privé depuis des années, liée spécifiquement à la capacité de Heydrich à prendre des décisions radicales sans hésitation émotionnelle apparente. Albert Speer, dans ses mémoires d'après-guerre, décrivit l'atmosphère de tension qui se créait lors des réunions où Heydrich et d'autres dignitaires se retrouvaient, soulignant une qualité presque féline dans sa manière d'observer et d'identifier les faiblesses d'autrui. Himmler, conscient de cette dynamique, tenta à plus d'une reprise de limiter l'accès direct de Heydrich à certaines informations sensibles, sans grand succès, puisque la structure même du service de sécurité qu'Heydrich avait construit garantissait des flux d'informations qui échappaient au contrôle effectif de tout supérieur hiérarchique. Cette combinaison de compétences techniques exceptionnelles et d'opacité quant à ses véritables intentions conduisit des historiens comme Édouard Kalick à avancer, dans des études publiées durant la seconde moitié du XXe siècle, qu'Heydrich représentait le modèle le plus abouti de technocrate de la terreur produit par le régime nazi, une figure capable d'opérer avec une efficacité administrative absolue, indépendamment du coût humain de ses décisions. L'architecte silencieux des Einsatzgruppen. Bien avant la conférence de Wannsee, Heydrich conçut la structure opérationnelle des Einsatzgruppen, les escadrons mobiles d'extermination qui suivirent l'armée allemande pendant l'invasion de la Pologne en 1939 et avec une intensité accrue pendant l'invasion de l'Union soviétique en 1941. Ces unités furent responsables de l'assassinat systématique de plus d'1 million de personnes, majoritairement des Juifs, au moyen de fusillades de masse dans des fosses communes, avant même que l'infrastructure des camps d'extermination n'existe. La planification logistique, le recrutement de personnel issu de la police, des SS et du service de sécurité, ainsi que la coordination avec le haut commandement militaire relevèrent directement du bureau de Heydrich. Des documents du procès de Nuremberg révèlent des instructions explicites rédigées ou autorisées par lui, qui établissaient des protocoles détaillés sur la manière de procéder avec la population civile dans les territoires occupés de l'Est. Contrairement à la conférence de Wannsee, qui concentre l'attention publique en raison de son caractère de réunion formelle et de son procès verbal documenté, le travail préalable de conception opérationnelle des Einsatzgruppen reçoit beaucoup moins de couverture dans la culture populaire, bien qu'il représente une phase antérieure et, en termes de victimes directes aux mains de ses subordonnés, comparable en ampleur à celle que les camps d'extermination géreraient ensuite. Les directives que Heydrich émit avant l'invasion de la Pologne, connues sous le nom d'instructions de Preča en raison du lieu d'entraînement des officiers affectés, établissaient des catégories spécifiques de population à éliminer, notamment les membres de l'intelligentsia polonaise, le clergé catholique, les dirigeants communautaires juifs et toute personne identifiée comme un foyer potentiel de résistance organisée. Cette classification préalable des cibles, élaborée plusieurs mois avant l'invasion, démontre un niveau de planification systématique qui contredit l'idée, encore présente dans des récits simplifiés, selon laquelle le génocide nazi aurait été improvisé exclusivement au fil des événements de guerre. Pendant l'invasion de l'Union soviétique, Heydrich élargit considérablement le mandat des Einsatzgruppen, autorisant l'inclusion systématique des femmes et des enfants juifs parmi les victimes à partir de l'été 1941, une escalade documentée dans des rapports internes qu'il recevait lui-même périodiquement et résumait pour Himmler. Des historiens comme Christopher Browning ont souligné que cette progression depuis des fusillades initialement dirigées contre des hommes en âge de combattre jusqu'à l'extermination indiscriminée de communautés entières reflète des décisions prises de manière consciente et progressive par la direction placée sous l'autorité de Heydrich et non un processus simplement chaotique découlant de la pression du front de bataille. Chaque Einsatzgruppe envoyait au bureau de Heydrich des rapports périodiques connus sous le nom de « rapports d'événements en provenance de l'URSS », des documents qui détaillaient avec précision numérique le nombre total d'exécutions réalisées dans chaque localité, classées par catégorie de victimes. Heydrich examinait personnellement des résumés de ces rapports et les compilait pour les distribuer à d'autres hauts responsables. Une pratique qui démontre le degré de supervision directe qu'il exerçait sur des opérations qui, en apparence, se déroulaient à des centaines de kilomètres de son bureau berlinois.
Des historiens ayant travaillé avec des copies survivantes de ces rapports, partiellement conservés dans des archives militaires américaines capturées à la fin de la guerre, ont calculé que, durant les seuls 6 premiers mois de l'invasion de l'Union soviétique, les chiffres communiqués au bureau de Heydrich dépassèrent les 500 000 victimes, un volume de morts qui précéda de plus d'1 an la pleine mise en service des camps d'extermination, qui concentrerait ensuite l'attention historique prédominante sur le génocide nazi. La réunion de Wannsee dura moins de 90 minutes. La conférence de Wannsee, convoquée et présidée par Heydrich le 20 janvier 1942 dans une villa au bord du lac Wannsee, dans la périphérie de Berlin, est généralement décrite dans la culture populaire comme le moment où fut décidée l'extermination systématique des Juifs européens. Les preuves documentaires montrent cependant que la décision politique fondamentale était déjà en cours depuis des mois et que la réunion avait pour objectif principal de coordonner la logistique administrative entre les différents ministères et agences impliqués dans ce que le régime appelait euphémiquement la solution finale de la question juive. Selon l'unique procès verbal ayant survécu, rédigé par Adolf Eichmann sous la supervision de Heydrich, la réunion rassembla 15 hauts fonctionnaires et dura environ 90 minutes, suivi d'un toast au cognac. Durant ce bref laps de temps, des chiffres concernant la population juive dans différents pays européens, estimés à plus de 11 millions de personnes, furent discutés, et des mécanismes de coopération interministérielle pour la déportation massive vers l'Est furent établis. La brièveté de la rencontre contraste de manière notable avec l'ampleur historique qui lui est attribuée et révèle à quel point la machine bureaucratique nazie avait normalisé la planification du génocide comme une formalité administrative de plus, gérée avec la même froideur que n'importe quelle autre réunion de coordination gouvernementale. Le procès verbal de Wannsee, connu techniquement sous le nom de protocole de Wannsee, survécut par pur hasard. L'une des rares copies distribuées à l'origine, adressée au ministère des Affaires étrangères, échappa à la destruction systématique des documents compromettants que les autorités nazies entreprirent durant les derniers mois de la guerre, et fut découverte par des enquêteurs alliés en 1947 parmi les archives du ministère. Le document utilise un langage administratif délibérément euphémistique, désignant les déportations comme des évacuations vers l'Est et le meurtre de masse au moyen de termes tels que « traitement approprié », une codification linguistique que Heydrich et Eichmann employèrent de manière constante afin de distancier formellement la documentation officielle de la réalité criminelle qu'elle décrivait. Parmi les participants figuraient des représentants de ministères aussi divers que la justice, l'intérieur et les affaires étrangères, ainsi que des fonctionnaires des régions occupées de Pologne, ce qui confirme que la coordination cherchait à impliquer la totalité de l'appareil d'État allemand dans l'exécution logistique des déportations, en répartissant les responsabilités administratives entre de multiples agences, afin de diluer la concentration de la culpabilité dans une seule institution. Des études ultérieures, parmi lesquelles celle de l'historien Mark Roseman, ont souligné que la véritable fonction de la réunion était d'affirmer l'autorité centralisatrice de Heydrich sur le processus, en veillant à ce qu'aucun ministère ne puisse ensuite entraver, pour des raisons bureaucratiques ou juridictionnelles, la mise en œuvre des déportations massives déjà décidées. D'où est venu le surnom de « Boucher de Prague ». Après sa nomination comme protecteur du Reich en Bohême et Moravie en septembre 1941, Heydrich mit en œuvre une stratégie duale connue des historiens sous le nom de politique de la carotte et du bâton. D'un côté, il ordonna des exécutions sommaires et la proclamation de la loi martiale qui, au cours des premiers jours de son administration, se traduisirent par des centaines de fusillades de figures de la résistance tchèque et de citoyens signalés comme hostiles au régime. D'un autre côté, il introduisit des améliorations concrètes dans les conditions de travail des ouvriers industriels tchèques, notamment des augmentations des rations alimentaires, des améliorations des assurances sociales et l'organisation de programmes récréatifs subventionnés par l'État, dans le but de maintenir stable la production industrielle tchèque, essentielle à l'effort de guerre allemand. Cette combinaison de terreur sélective et de concessions matérielles calculées se révéla extrêmement efficace. La résistance tchèque organisée s'affaiblit considérablement pendant les mois de son mandat et la production d'armement dans les usines Skoda, vitale pour la machine de guerre allemande, se maintint à des niveaux élevés. Le surnom de « Boucher de Prague » ne décrit que la moitié répressive de cette stratégie.
l'autre moitié, moins mentionnée dans les récits populaires, démontre un niveau de sophistication dans la gestion des populations occupées que différents analystes militaires étudièrent après la guerre comme modèle de contrôle autoritaire efficace. Parmi les mesures concrètes de la phase de concession figura la création de cantines industrielles subventionnées qui garantissaient un repas chaud quotidien aux ouvriers des usines d'armement, ainsi que l'organisation d'excursions récréatives et d'événements culturels gratuits destinés spécifiquement à la population ouvrière tchèque, dans une tentative explicite de reproduire au sein du protectorat le modèle d'organisation sociale, la force par la joie, que le régime nazi appliquait sur le territoire allemand. Simultanément, Heydrich réorganisa complètement le système policier et de renseignement du protectorat, démantelant des réseaux de résistance par une infiltration systématique et exécutant plus de 4000 personnes signalées comme opposantes au cours des premiers mois de son administration, selon les chiffres recueillis dans les archives d'après-guerre de l'administration tchécoslovaque. Cette combinaison se révéla si efficace que des historiens comme Chad Bryant ont souligné qu'en termes de stabilité administrative et de productivité industrielle, l'administration de Heydrich, en Bohême et Moravie, représenta l'un des modèles d'occupation les plus réussis du point de vue strictement allemand de toute l'Europe occupée, une efficacité qui contribue à expliquer pourquoi le gouvernement tchécoslovaque en exil considéra comme prioritaire de l'éliminer, même au risque de représailles sévères contre la population civile. Heydrich réforma également le système judiciaire du protectorat, établissant des tribunaux spéciaux d'exception habilités à prononcer des condamnations à mort au moyen de procédures extrêmement sommaires, sans possibilité d'appel, applicables à tout acte considéré comme sabotage, propagande hostile ou désobéissance aux autorités d'occupation. Cette réforme judiciaire fonctionna parallèlement à la création d'un système d'informateurs rémunérés, organisés en réseaux de quartiers, qui couvrirent aussi bien les zones urbaines que rurales du protectorat, générant un climat de méfiance mutuelle au sein de la population tchèque qui rendit considérablement plus difficile la reconstruction de structures de résistance coordonnées pendant les mois suivant son arrivée. Des fonctionnaires tchèques qui collaborèrent avec l'administration allemande durant cette période, interrogés des décennies plus tard par des chercheurs universitaires, décrivirent l'administration de Heydrich comme exceptionnellement méticuleuse en comparaison avec les administrateurs d'occupation d'autres territoires européens, une minutie qui se reflétait aussi bien dans la planification répressive que dans la conception des incitations matérielles destinées à maintenir la productivité industrielle sous contrôle. Le plan visant à enlever le président tchécoslovaque en exil. Parmi les projets les moins connus attribués à Heydrich figure un plan de renseignement conçu pour discréditer et, dans les versions les plus extrêmes documentées dans la correspondance des SS, enlever Edvard Beneš, président tchécoslovaque exilé à Londres et figure centrale de la résistance tchèque à l'étranger. L'objectif était d'affaiblir la légitimité du gouvernement en exil et, simultanément, de semer la méfiance parmi les alliés occidentaux quant à la fiabilité du renseignement tchécoslovaque, infiltré selon Heydrich par des agents doubles favorables à l'Allemagne. Une partie de cette opération comprit la diffusion d'informations, en partie fabriquées et en partie réelles, sur de supposées fuites au sein de l'entourage de Beneš, générant des épisodes de paranoïa et de purges internes parmi les services de renseignement tchécoslovaques à Londres. Certains historiens soutiennent que cette campagne de désinformation eut un effet collatéral inattendu et crucial. Elle contribua à ce que les services de renseignement britanniques et le gouvernement tchécoslovaque en exil lui-même accélèrent la planification d'une opération à fort impact contre Heydrich lui-même, précisément afin de démontrer que la résistance tchèque restait une force capable de frapper au cœur de l'appareil d'occupation. Si cette interprétation est correcte, la campagne de désinformation conçue par Heydrich contre Beneš aurait contribué, de manière indirecte, à précipiter l'attentat qui finirait par lui coûter la vie quelques mois plus tard. L'opération de désinformation contre Beneš s'appuya en partie sur des agents doubles que Heydrich lui-même avait cultivés au sein du réseau de renseignement tchécoslovaque avant même l'annexion du protectorat, profitant de contacts établis durant les années où la Tchécoslovaquie entretenait encore des relations diplomatiques formelles avec l'Allemagne. Des documents du renseignement britannique déclassifiés au cours des dernières décennies révèlent que le Secret Intelligence Service britannique en vint à soupçonner, pendant une brève période en 1941,
qu'une partie des informations reçues sur la situation intérieure du protectorat pouvait provenir de sources compromises par l'appareil même de Heydrich, ce qui généra des tensions internes considérables entre les services de renseignement alliés et le gouvernement tchécoslovaque en exil. Certains historiens, parmi lesquels Callum MacDonald, soutiennent que ces tensions de confiance, ajoutées à la nécessité politique pour Beneš de démontrer que la résistance tchèque restait une force pertinente et capable d'agir, firent partie du calcul stratégique qui conduisit à approuver une opération de grande envergure contre la plus haute autorité d'occupation, dans une tentative de restaurer à la fois le moral interne de la résistance et la crédibilité du gouvernement en exil auprès de ses alliés occidentaux. Il contrôla Interpol depuis son bureau à Berlin, un fait qui surprend même les spécialistes peu familiarisés avec les rouages administratifs du régime nazi et que Heydrich occupa, entre 1940 et sa mort en 1942, la présidence de la Commission internationale de police criminelle, organisme directement prédécesseur de l'actuel Interpol. Après l'occupation allemande de plusieurs pays européens, le siège de l'organisation, initialement établi à Vienne, passa sous le contrôle effectif des autorités nazies, et Heydrich en assuma officiellement la direction, intégrant ses archives et son réseau de coopération policière internationale au sein de la structure du service de sécurité des SS. Cela signifia que, pendant près de 2 ans, une organisation conçue pour faciliter la coopération policière contre la criminalité de droit commun dans le monde entier fut, dans la pratique, subordonnée à la planification de la persécution raciale et politique du régime nazi. Les archives de l'organisation, y compris les bases de données sur les criminels internationaux, furent utilisées pour retrouver des opposants politiques et, dans certains cas documentés, pour localiser des personnes d'origine juive qui avaient fui vers différents pays européens. L'Interpol moderne reconnut officiellement cet épisode dans sa propre histoire institutionnelle plusieurs décennies plus tard, le qualifiant de l'une des périodes les plus sombres de l'organisation, un fait qui est rarement mentionné dans les récits centrés exclusivement sur le profil de Heydrich au sein de la hiérarchie des SS. Le siège viennois de l'organisation, occupé par les SS peu après l'annexion de l'Autriche en 1938, conservait des archives détaillées sur la coopération policière internationale accumulées depuis la fondation de l'institution en 1923. Matériel que Heydrich considéra comme d'une immense valeur stratégique pour compléter les bases de données que le service de sécurité des SS gérait déjà sur les opposants politiques, les criminels et, de manière croissante, la population juive placée sous surveillance. Sous sa présidence officielle, l'organisation maintint en apparence une certaine normalité institutionnelle, y compris une correspondance avec les polices de pays encore neutres ou non occupés, ce qui engendra des épisodes de malaise diplomatique considérables lorsque certaines de ces polices nationales découvrirent, alors que la guerre était déjà bien avancée, qu'elles échangeaient des informations avec une structure directement subordonnée à l'appareil répressif nazi. Interpol elle-même, dans des documents institutionnels publiés sur son site web officiel au cours du XXIe siècle, reconnut cette période comme une appropriation illégitime de sa structure et de ses archives, et détailla comment une grande partie de la base de données accumulée durant les années de contrôle nazi dut être épurée après la guerre afin d'éliminer les biais découlant de la persécution raciale et politique qui avait orienté son utilisation durant la période sous le contrôle de Heydrich et, après sa mort, de son successeur à ce poste, Ernst Kaltenbrunner. Le contrôle nazi sur l'organisation demeura pratiquement invisible au public international pendant une grande partie de la guerre, puisque les communications officielles avec les pays neutres conservaient un format administratif conventionnel qui ne laissait pas entrevoir le changement substantiel de finalité qu'avait connu l'institution. Certaines archives policières de pays comme la Suède et la Suisse, examinées par des chercheurs au cours des dernières décennies, montrent que certaines autorités policières locales maintinrent une correspondance routinière avec le siège viennois sans être pleinement conscientes qu'elles interagissaient, dans la pratique, avec une extension opérationnelle de l'appareil de Heydrich. Après la fin de la guerre, la reconstruction de l'organisation en tant qu'Interpol moderne impliqua un processus délibéré de distanciation institutionnelle à l'égard de cette période, notamment le transfert du siège en France et la révision complète des protocoles de gouvernance afin d'éviter qu'un contrôle centralisé similaire puisse se reproduire à l'avenir, une leçon institutionnelle que l'organisation elle-même cite occasionnellement dans des documents internes sur son histoire fondatrice.
Le dossier personnel qu'Hitler ordonna de détruire après sa mort. Après la mort de Heydrich, Hitler ordonna qu'un examen exhaustif de ses archives personnelles et administratives soit effectué, avec des instructions spécifiques concernant la destruction de certains documents considérés comme trop sensibles pour être conservés même au sein du cercle fermé du régime. Les historiens qui ont étudié les registres partiels ayant survécu suggèrent que parmi le matériel détruit se trouvaient non seulement les dossiers compromettants que Heydrich conservait sur d'autres dignitaires nazis, mentionnés précédemment, mais aussi des documents liés à des négociations secrètes et à des contacts de renseignement que son bureau avait entretenus avec des gouvernements et des organisations en dehors de l'axe de pouvoir nazi traditionnel, y compris de possibles canaux de communication indirecte avec certains secteurs de l'appareil soviétique durant la période du pacte de non-agression germano-soviétique en vigueur jusqu'en 1941. La nature exacte de ces contacts demeure entourée d'incertitudes documentaires, puisque la destruction ordonnée par Hitler élimina une grande partie des preuves primaires. Cette lacune documentaire a alimenté, parmi les historiens spécialisés dans le renseignement de la Seconde Guerre mondiale, diverses hypothèses sur la véritable portée des opérations secrètes que Heydrich coordonnait au-delà de son rôle publiquement connu, faisant de cet épisode l'un des angles morts les plus commentés, bien que les moins résolus, de sa biographie. L'urgence avec laquelle Hitler agit après la mort de Heydrich est frappante même si l'on tient compte du contexte général de secret qui caractérisait le régime. Des témoins proches de la chancellerie racontèrent que, à peine le décès confirmé, le transfert immédiat de caisses de documents depuis le bureau de Heydrich à Berlin vers une destination qui ne fut jamais consignée dans les archives administratives disponibles après la guerre fut ordonné. Les chercheurs qui ont tenté de reconstituer le contenu de ces archives à partir de références indirectes dans la correspondance d'autres dignitaires indiquent qu'une partie du matériel aurait pu être liée à des négociations financières secrètes que le service de sécurité entretenait avec des banques suisses afin de canaliser les biens confisqués aux victimes de la persécution raciale, une affaire qui, si elle avait été révélée prématurément, aurait provoqué d'importantes frictions diplomatiques avec des pays neutres dont la coopération bancaire était essentielle à l'économie de guerre allemande. D'autres historiens avancent une hypothèse différente, liée à des contacts exploratoires de paix que certains secteurs de l'appareil de renseignement allemand auraient entretenus sans autorisation formelle, avec des représentants alliés par l'intermédiaire d'intermédiaires dans des pays neutres comme la Suisse ou la Suède, contacts que Heydrich, compte tenu de sa position de contrôle sur toute communication de renseignements sensibles, aurait nécessairement connu ou supervisé dans une certaine mesure. Aucune de ces hypothèses ne bénéficie d'une confirmation documentaire définitive, précisément en raison de la destruction ordonnée après sa mort, ce qui maintient ce chapitre comme l'un des plus débattus parmi les spécialistes du renseignement de cette période. La Mercedes décapotable sans blindage qui scella son destin. Le 27 mai 1942, Heydrich se déplaçait depuis sa résidence située dans les environs de Prague vers le château de Prague à bord d'une Mercedes-Benz 320 convertible, un véhicule choisi pour son caractère représentatif mais dépourvu de tout type de blindage. Une décision qui reflétait la confiance excessive que Heydrich plaçait dans le contrôle qu'il estimait avoir établi sur le territoire tchèque. L'automobile ne disposait pas non plus d'une escorte armée significative, au-delà du chauffeur, sur un trajet qu'il effectuait de manière routinière et prévisible, un schéma de déplacement qui facilita énormément la planification de l'attentat par les agents parachutistes tchécoslovaques entraînés en Grande-Bretagne. Pendant l'attaque, exécutée par Józef Gabčík et Jan Kubis dans un virage serré du quartier de Liben, l'arme automatique de Gabčík s'enraya au moment critique. Une défaillance mécanique qui aurait pu sauver la vie de Heydrich si Kubis n'avait pas immédiatement lancé une grenade anti-char modifiée qui explosa près du véhicule. Des fragments de shrapnel ainsi que des matériaux provenant du revêtement du siège et de la structure de l'automobile pénétrèrent dans le corps de Heydrich, provoquant des blessures qui, dans un premier temps, ne semblèrent pas mortelles. Le choix d'un véhicule décapotable sans blindage, motivé par des raisons protocolaires et d'image publique, finit par être un facteur déterminant dans l'issue de l'opération, un détail technique que différents analystes militaires signalent comme une faille évitable de sécurité personnelle pour quelqu'un de son rang et de son niveau d'exposition aux représailles. Karl Hermann Frank, son second dans le protectorat,
avait averti à plusieurs reprises de l'opportunité d'utiliser des véhicules blindés et de renforcer l'escorte, compte tenu du nombre croissant de rapports de renseignement signalant une possible activité de parachutistes entraînés en Grande-Bretagne, opérant sur le territoire tchèque depuis la fin de 1941. Heydrich rejeta ces recommandations de manière répétée, convaincu que sa politique de contrôle par la terreur sélective et les concessions calculées avait effectivement neutralisé toute capacité opérationnelle significative de la résistance tchèque, une évaluation que les preuves ultérieures démontrèrent erronée. Le trajet quotidien lui-même entre sa résidence, connue sous le nom de Panenské Brezany, et le château de Prague, suivait un itinéraire fixe documenté par le réseau de résistance pendant les semaines précédant l'attentat, y compris des horaires approximatifs de départ qui variaient à peine d'un jour à l'autre. Gabčík et Kubis choisirent spécifiquement le virage de Líben parce qu'il obligeait le véhicule à réduire drastiquement sa vitesse, maximisant la fenêtre d'opportunité pour une attaque avec des armes à courte portée, un détail de planification tactique qui démontre le niveau de reconnaissance préalable effectué par les agents avant d'exécuter l'opération. L'armement utilisé par les agents avait été fourni par le Special Operations Executive britannique, notamment une mitraillette Sten de fabrication britannique, connue pour sa fiabilité mécanique inconstante, un défaut de conception documenté dans d'autres contextes du conflit qui, à cette occasion, faillit faire échouer complètement l'opération. La grenade anti-char employée par Kubis, conçue à l'origine pour perforer le blindage des véhicules, se révéla dans la pratique plus létale contre Heydrich qu'un tir conventionnel ne l'aurait été, car la fragmentation générée par l'explosion introduisit dans son organisme des matériaux contaminés provenant à la fois du véhicule et possiblement de l'uniforme même de Heydrich, compliquant considérablement le traitement médical ultérieur. Après l'attaque initiale, les deux agents réussirent à s'échapper à bicyclette au milieu de la confusion provoquée par l'explosion, une fuite qui, malgré la gravité de la situation, se déroula avec le calme méthodique propre à l'entraînement reçu en Grande-Bretagne, évitant ainsi une poursuite immédiate qui aurait pu compromettre l'ensemble de l'opération dans ses premières minutes. Il mourut d'une infection et non directement de l'explosion. Contrairement à la perception populaire selon laquelle Heydrich mourut instantanément ou directement à cause de l'explosion, les preuves médicales documentées établissent qu'il survécut plusieurs jours après l'attentat. Transporté à l'hôpital Bulovka de Prague, les médecins lui retirèrent des fragments d'éclat et reconstruisirent une partie des tissus endommagés de l'abdomen et du diaphragme. Et durant les premiers jours, son état montra des signes d'amélioration relative. Cependant, il développa une infection généralisée, identifiée comme une septicémie, que les historiens de la médecine attribuent en partie à des fragments de revêtement de l'automobile, peut-être composés de crins de cheval ou de coton traité, qui restèrent logés dans la plaie et favorisèrent la prolifération bactérienne dans un contexte où les antibiotiques modernes, comme la pénicilline, n'étaient pas encore disponibles de manière généralisée dans la médecine allemande de l'époque. Hitler ordonna le transfert urgent d'un spécialiste personnel, le professeur Karl Gebhardt, médecin des SS, qui décida de ne pas administrer de traitement avec les sulfamides disponibles. Une décision que certains historiens de la médecine ont rétrospectivement remise en question comme potentiellement contre-productive. Heydrich entra en état de choc septique et mourut le 4 juin 1942, 8 jours après l'attentat, au terme d'un processus de détérioration progressive documenté heure par heure dans les dossiers médicaux de l'hôpital, très éloigné de l'image de mort instantanée et héroïque que la propagande nazie ultérieure tenta de construire autour de sa figure. Theodor Morell, médecin personnel de Hitler, se rendit à Prague avec Gebhardt pour participer aux soins médicaux et la correspondance entre les deux spécialistes, partiellement conservée dans les archives médicales d'après-guerre, révèle des divergences de critères sur le traitement approprié qui générèrent des tensions même durant les jours où l'état du patient était le plus grave. Gebhardt, motivé en partie par sa rivalité professionnelle avec d'autres médecins du régime et par son intérêt à démontrer la supériorité de traitements fondés sur la chirurgie et le repos face à l'usage répandu des sulfamides, opta pour une approche que plusieurs spécialistes consultés après la guerre qualifièrent d'excessivement conservatrice au regard de la gravité de l'infection développée.
Certains historiens de la médecine ont indiqué que cette décision avait pu être influencée par le propre désir de Gebhardt de valider des recherches qu'il menait parallèlement sur des traitements alternatifs aux antibiotiques, expérience qui serait ensuite liée à des procédures médicales criminelles pratiquées sur des prisonnières du camp de Ravensbrück. L'ironie du fait que Heydrich, architecte d'un système qui déshumanisait systématiquement des millions de personnes, finisse par être la victime indirecte des ambitions professionnelles d'un médecin des SS désireux de valider ses propres théories cliniques, constitue l'un des détails les moins divulgués de son dénouement final. Les représailles de Lydis n'avaient aucun lien direct avec le village choisi. Après la mort de Heydrich, le régime nazi ordonna des représailles massives qui culminèrent avec la destruction totale du village de Lydis, le 10 juin 1942. Les forces allemandes fusillèrent tous les hommes adultes du village, environ 173 personnes, déportèrent les femmes dans des camps de concentration et envoyèrent la majorité des enfants dans des programmes de germanisation forcée ou, dans plusieurs cas documentés, dans des centres où ils furent assassinés au moyen de gaz. Le village fut ensuite entièrement rasé, ses bâtiments démolis et le terrain nivelé afin d'effacer toute trace physique de son existence. Le choix de Lydis comme cible des représailles fut, selon les enquêtes d'après-guerre, pratiquement arbitraire. Les autorités d'occupation fondèrent leur décision sur une dénonciation anonyme et erronée qui liait le village à des activités de résistance, un lien dont les enquêtes ultérieures démontrèrent l'inexistence. Aucun habitant de Lydis ne participa d'une quelconque manière à la planification ou à l'exécution de l'attentat contre Heydrich, qui avait été entièrement organisé par des agents entraînés en Grande-Bretagne et soutenu par un réseau de résistance basé à Prague, totalement étranger au village. L'ampleur des représailles, disproportionnée même au regard des normes de terreur que le régime nazi lui-même appliquait habituellement, suscita une répulsion internationale considérable et contribua à ce que différentes villes et localités de plusieurs pays, parmi lesquels les États-Unis, le Mexique et le Brésil, rebaptisent par la suite des lieux du nom de Lydis en mémoire des victimes. La dénonciation à l'origine des représailles provenait d'une lettre retrouvée parmi les effets personnels d'un travailleur tchèque mobilisé en Allemagne, dans laquelle étaient mentionnés de manière ambiguë des proches vivant dans un village dont le nom coïncidait partiellement avec Lidice. Une coïncidence que les autorités chargées de l'enquête, pressées par l'exigence de montrer des résultats immédiats après la mort de Heydrich, interprétèrent sans vérification supplémentaire comme une preuve suffisante de complicité. Karl Hermann Frank, qui assuma des fonctions exécutives après la mort de Heydrich jusqu'à l'arrivée d'un nouveau protecteur, autorisa personnellement l'opération, conscient que l'ampleur du châtiment servirait d'avertissement exemplaire à l'ensemble de la population du protectorat, indépendamment de la solidité réelle des preuves disponibles. Un second village, Les Acquis, subit une destruction similaire quelques semaines plus tard pour des motifs tout aussi ténus, liés à la découverte d'un émetteur radio clandestin rattaché à une autre cellule de résistance totalement distincte de celle qui avait exécuté l'attentat. La combinaison des deux épisodes consolida parmi la population tchèque un sentiment de terreur généralisé qui, selon les travaux d'historiens comme Mark Cornwall, contribua de manière décisive à réduire drastiquement l'activité de résistance armée organisée dans le protectorat pendant le reste de l'occupation allemande. Des funérailles d'État dignes d'un chef de gouvernement. Le régime nazi organisa pour Heydrich des funérailles d'une ampleur exceptionnelle, comparables à celles consacrées au chef d'État. Son corps fut d'abord transféré à Prague, où eut lieu une cérémonie publique avec les honneurs militaires, puis à Berlin, où Hitler en personne présida des funérailles d'État à la chancellerie du Reich, lui décernant à titre posthume l'Ordre du Sang et la Croix allemande en or, deux des plus hautes distinctions du régime. Himmler prononça un discours louant sa capacité d'organisation et sa loyauté, tandis que la machine de propagande nazie, dirigée par Goebbels, transforma la figure de Heydrich en martyr officiel du national-socialisme, le présentant à la population allemande comme un exemple de sacrifice pour la cause du Reich. Cette opération de propagande inclut la production d'un court-métrage documentaire, l'émission de timbres post-commémoratifs et le changement de nom de plusieurs institutions et rues en son honneur, parmi lesquelles l'opération qui porterait le nom de code « Opération Reinhard », pour désigner la phase d'extermination systématique des Juifs dans les camps de Belzec, Sobibor et Treblinka, officiellement établie comme un hommage à sa mémoire quelques semaines seulement après sa mort.
Le contraste entre l'ampleur de ces honneurs publics et les représailles simultanées contre Lidić illustre la double fonction que le régime assigna à la mort de Heydrich. Le consolider comme symbole de sacrifice héroïque auprès du public allemand, tout en utilisant son assassinat comme justification pour intensifier la terreur contre les populations occupées. La cérémonie berlinoise inclut un cortège funèbre à travers les principales avenues de la capitale, en présence de délégations militaires de pays alliés de l'Axe, parmi lesquels des représentants de l'Italie et de gouvernements collaborationnistes d'Europe orientale, dans un déploiement protocolaire habituellement réservé aux chefs d'État. Himmler profita du discours funèbre pour annoncer officiellement la création de l'Opération Reinhard, en hommage à la mémoire de Heydrich, établissant explicitement que les 3 camps d'extermination qui la composaient, Belzec, Sobibor et Treblinka, mènerait à bien le processus d'extermination systématique de la population juive du gouvernement général de Pologne sous son nom. Ce lien direct entre un hommage funèbre et l'inauguration officielle de la phase la plus meurtrière de l'Holocauste, en termes de nombre de victimes concentrées sur une période relativement brève, constitue l'un des exemples les plus explicites de la manière dont le régime nazi intégrait le culte de ses propres martyrs à la planification opérationnelle du génocide. Lina Heydrich, sa veuve, reçut une généreuse pension à vie et une propriété confisquée à une famille tchèque à titre de compensation supplémentaire, avantage qu'elle conserva partiellement même après la fin de la guerre, puisqu'elle parvint à éviter des condamnations judiciaires significatives malgré son affinité idéologique connue avec le régime et son rôle actif dans la promotion de la carrière de son mari. Les théories qui remettent en question le fait que l'opération britannique ait réellement été un succès sans faille. L'opération Anthropoïde, nom de code de l'attentat contre Heydrich, continue de susciter un débat historiographique des décennies après son exécution, particulièrement autour des décisions prises par le Special Operations Executive britannique, organisme qui entraîna et coordonna les agents tchécoslovaques responsables de l'attaque. Des documents déclassifiés montrent que certains secteurs au sein du renseignement britannique et du gouvernement tchécoslovaque en exil anticipèrent, avant d'autoriser l'opération, que les représailles nazies seraient sévères et affecteraient possiblement des populations civiles innocentes, une prévision qui n'empêcha pas l'exécution du plan. Cette circonstance a alimenté un débat éthique et historiographique soutenu sur la question de savoir si la décision de poursuivre, en connaissant à l'avance le schéma habituel de représailles collectives que le régime nazi appliquait systématiquement, aurait dû être évaluée différemment. Certains historiens suggèrent que le gouvernement tchécoslovaque en exil, dirigé par Beneš, considéra l'attentat comme stratégiquement précieux, précisément parce que les représailles attendues renforceraient la cause alliée et consolideraient la reconnaissance internationale de la Tchécoslovaquie comme nation occupée méritant une restitution territoriale complète après la guerre, un calcul politique qui, s'il était confirmé dans son intégralité, ajouterait une couche supplémentaire de complexité morale à un épisode généralement raconté en termes exclusivement héroïques. La discussion académique sur ce point reste ouverte, soutenue par des interprétations divergentes de la correspondance diplomatique et de renseignements disponibles dans les archives britanniques et tchèques. L'historien tchèque Jan Kalous, ainsi que d'autres chercheurs ayant travaillé avec les archives du ministère de l'Intérieur tchécoslovaque déclassifiées après la fin du régime communiste, a documenté qu'au sein même du gouvernement en exil existaient des positions opposées sur l'opportunité de l'opération, certains conseillers militaires avertissant explicitement que le coût humain probable dépasserait de très loin le bénéfice symbolique de l'élimination d'une seule figure, aussi importante fût-elle au sein de la hiérarchie d'occupation. Beneš, selon ses sources, décida de poursuivre malgré ces avertissements, motivé en partie par la nécessité de contrer les négociations diplomatiques qui progressaient alors entre les puissances occidentales sur l'avenir des frontières tchécoslovaques d'après-guerre, un scénario dans lequel démontrer une capacité de résistance active était politiquement crucial pour renforcer la position de négociation tchécoslovaque. Le débat sur cette décision fut ravivé avec force lors des commémorations de l'anniversaire de l'attentat au cours de différentes décennies, générant des positions opposées entre ceux qui défendent la valeur symbolique et militaire incontestable de l'opération et ceux qui considèrent que le coût pour la population civile aurait dû être intégré de manière plus explicite au calcul stratégique préalable à son autorisation.
Winston Churchill, selon des récits ultérieurs de membres de son cabinet de guerre, exprima une satisfaction explicite en apprenant la nouvelle de l'attentat, le considérant comme un coup moral significatif porté contre l'appareil d'occupation nazi en Europe centrale, une appréciation qui contrastait avec la prudence initialement manifestée par certains conseillers du renseignement britannique préoccupés par les conséquences humanitaires prévisibles. Cette différence de perspective au sein même du leadership allié illustre la tension permanente entre les considérations stratégiques de guerre et le coût humain direct pour les populations sous occupation. Un dilemme que l'historiographie militaire a réexaminé à de nombreuses reprises en analysant des opérations spéciales similaires exécutées pendant la Seconde Guerre mondiale sur différents théâtres du conflit. Les petits mystères non résolus de sa vie privée. Après l'attentat, les 7 parachutistes tchécoslovaques impliqués directement ou indirectement dans l'opération, dont Gabčík et Kubis, se réfugièrent dans la crypte de l'église orthodoxe des Saint-Cyril et Méthode à Prague. Ils restèrent cachés pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce que, le 18 juin 1942, des forces des SS encerclent l'église, après avoir reçu des informations précises sur leur emplacement. Après un affrontement prolongé, les agents moururent dans la crypte, plusieurs d'entre eux se suicidant pour éviter la capture. L'identité de la personne qui fournit les informations décisives aux autorités nazies fut officiellement établie. Karel Kurda, membre d'un autre groupe de parachutistes, trahit ses compagnons en échange d'une récompense financière substantielle offerte par la Gestapo. Cependant, différents chercheurs ont signalé des incohérences dans la chronologie exacte de la manière dont la Gestapo parvint jusqu'aux aveux de Kurda, y compris la possibilité qu'il ait existé plus d'une source d'informations circulant parallèlement au sein des réseaux de résistance tchèques, infiltrés à différents degrés par des agents doubles dont l'identité complète ne fut jamais établie avec une certitude absolue dans les archives disponibles après la guerre. Cette zone grise documentaire, ajoutée à la destruction d'archives pertinentes durant les derniers mois du régime nazi, maintient ouverte parmi certains chercheurs la question de savoir si le réseau de résistance tchèque qui soutint l'opération Anthropoïde avait été compromis à un stade plus précoce que ce que la version officielle d'après-guerre, centrée exclusivement sur la trahison individuelle de Kurda, a permis d'établir. Kurda reçut de la Gestapo une récompense équivalente à 1 million de couronnes tchécoslovaques, ainsi qu'une nouvelle identité et une protection, avantage qu'il conserva durant le reste de la guerre en collaborant activement avec les autorités d'occupation à l'identification d'autres membres de la résistance. Après la fin du conflit, il fut capturé, jugé par un tribunal tchécoslovaque et exécuté en 1947, au cours d'un procès qui documenta en détail son rôle dans la chute des agents, mais qui laissa sans réponse concluante certaines questions sur la chronologie exacte des jours précédant le siège de la crypte. Des documents partiels de la Gestapo, découverts dans des archives dispersées après la guerre, suggèrent que les autorités d'occupation disposaient déjà de certaines informations sur des mouvements suspects autour de l'église orthodoxe avant les aveux formels de Kurda, ce qui a conduit certains chercheurs à émettre l'hypothèse d'une seconde source d'information, peut-être liée à l'infiltration même que l'appareil de Heydrich avait réussi à établir quelques mois auparavant au sein de différentes cellules de résistance. Le prêtre de l'église, ainsi que l'évêque orthodoxe de la région, furent ensuite exécutés par les autorités nazies, sous l'accusation d'avoir fourni un refuge aux agents. Une représaille supplémentaire qui s'ajouta à celle déjà menée contre l'IDIS et les Acquis, achevant l'une des périodes de terreur les plus intenses subies par la population tchèque durant toute l'occupation. Au-delà de la rumeur sur une ascendance juive, la biographie familiale de Heydrich contient d'autres épisodes que l'appareil de propagande nazi simplifia ou réécrivit directement afin de construire un récit plus conforme à ses objectifs idéologiques. Son père, Bruno Heydrich, venait d'un milieu artistique modeste et fit face à des difficultés financières récurrentes dans la gestion du conservatoire de musique qu'il fonda, une réalité que la biographie officielle ultérieure transforma en l'histoire d'un compositeur couronné de succès et reconnu, exagérant des réalisations artistiques que les preuves documentaires contemporaines ne corroborent pas avec la même ampleur. La mère de Heydrich, Elisabeth Krantz, venait d'une famille possédant une certaine tradition militaire prussienne, une lignée que la propagande nazie exploita largement afin de rattacher Heydrich à une prétendue tradition de discipline martiale héritée,
en contraste délibéré avec l'origine artistique et économiquement instable de la branche paternelle, qui était moins utile pour construire l'image de guerrier racial que le régime souhaitait projeter sur l'une de ses figures les plus éminentes. Cette sélection éditoriale de la généalogie familiale, documentée par des historiens qui ont comparé les registres d'état civil originaux aux matériaux biographiques officiellement publiés durant le Troisième Reich, illustre comment même les détails apparemment mineurs de la vie privée des dignitaires nazis furent soumis à un processus systématique de réécriture idéologique destiné à maximiser leur utilité propagandistique. Reinhard et Lina Heydrich eurent 4 enfants, dont les trajectoires ultérieures révèlent une autre dimension peu explorée de l'histoire familiale. Klaus, le fils aîné, mourut en 1943 à l'âge de 10 ans. Renversé par un véhicule militaire allemand à proximité de la résidence familiale à Prague, une mort accidentelle qui survint à peine un an après l'assassinat de son père et qui provoqua, selon des témoignages de l'époque, une profonde crise émotionnelle chez Lina Heydrich, déjà dévastée par la perte de son mari. Heider, le deuxième fils, naquit avec un grave handicap visuel, une circonstance que différents biographes ont signalée comme un fait historiquement inconfortable au sein d'une famille dont le patriarche avait activement contribué à la mise en œuvre de politiques d'eugénisme et d'extermination des personnes handicapées sur le territoire allemand lui-même, dans le cadre du programme connu sous le nom d'Action T4. Silke, la seule fille, et Marthe, la benjamine, conservèrent des profils publics considérablement plus discrets durant les décennies qui suivirent la guerre, évitant en grande partie l'exposition médiatique que rechercha en revanche leur mère, qui publia en 1976 des mémoires intitulées « Vie avec un héros de guerre », dans lesquelles elle défendit la figure de son mari et minimisa systématiquement sa responsabilité directe dans le génocide. Un ouvrage qui suscita une controverse considérable parmi les historiens et les associations de victimes de l'Holocauste en raison du ton nettement apologétique de son contenu. Lina Heydrich vécut jusqu'en 1985, maintenant jusqu'à la fin de sa vie un récit familial qui contrastait notablement avec la documentation historique accumulée sur le rôle de son mari dans la machine d'extermination nazie. La figure de Heydrich a été représentée dans de nombreuses productions cinématographiques et littéraires depuis la fin de la guerre, à commencer par des films réalisés presque en temps réel après sa mort, comme Hangmen Also Die, réalisé par Fritz Lang en 1943 sur un scénario coécrit par Bertolt Brecht, qui dramatisa librement l'attentat en prenant des libertés considérables par rapport aux faits documentés. Des productions ultérieures, parmi lesquelles Conspiracy, sorti en 2001 et centré spécifiquement sur la reconstitution de la conférence de Wannsee, optèrent pour une approche plus fidèle à la documentation historique disponible, s'appuyant directement sur le protocole survivant de la réunion afin de reconstituer les dialogues et les dynamiques entre les participants avec une précision considérable. Le roman HHHH de l'écrivain français Laurent Binet, publié en 2010, popularisa auprès du grand public de nombreux détails biographiques de Heydrich auparavant confinés aux cercles académiques spécialisés, bien qu'il suscita également un débat méthodologique sur les limites entre reconstruction historique documentée et spéculation narrative dans un genre qui combine les deux registres. Cette prolifération de représentations culturelles, ajoutée au caractère cinématographique inhérent à l'attentat de Prague lui-même, a paradoxalement contribué à ce que certains aspects plus spectaculaires de la biographie de Heydrich, comme l'attaque elle-même et son agonie ultérieure, reçoivent une attention disproportionnée par rapport aux aspects administratifs et bureaucratiques de sa carrière, qui, bien que moins cinématographiques, constituèrent, en termes de conséquences historiques, la contribution la plus décisive et la plus meurtrière de toute sa trajectoire au sein de l'appareil nazi. La relation entre Heydrich et Himmler, habituellement présentée comme une alliance idéologique étroite et sans faille, contenait en réalité des strates de rivalité latente documentées par des historiens ayant étudié la correspondance interne des SS Himmler, formés en agronomie et dotés d'un profil intellectuel considérablement plus lié à l'ésotérisme racial et à la mystique pseudo-scientifique qui caractérisait une partie de la pensée nazie, dépendait dans une large mesure de la capacité organisationnelle et de l'efficacité administrative de Heydrich pour traduire ses directives idéologiques en structures opérationnelles fonctionnelles. Cette dépendance générait chez Himmler un mélange de reconnaissance professionnelle et de méfiance personnelle,
aggravé par les rapports qu'il recevait périodiquement sur le prestige croissant de Heydrich dans d'autres secteurs du régime, y compris dans l'entourage proche de Hitler lui-même. Des documents de l'époque révèlent que Himmler alla jusqu'à bloquer à plusieurs reprises des promotions ou des extensions de compétences demandées par Heydrich, une friction bureaucratique que tous deux géraient avec prudence afin de ne projeter à l'extérieur aucun signe de division au sein de la direction des SS. Certains historiens, parmi lesquels Robert Gerwarth, soutiennent que la nomination de Heydrich comme protecteur de Bohême-Moravie en 1941, officiellement présentée comme une promotion importante, pouvait également répondre à l'intérêt de Himmler de transférer un subordonné de plus en plus influent hors du centre névralgique du pouvoir à Berlin, l'éloignant d'un contact quotidien direct avec Hitler que Himmler préférait maintenir sous son propre contrôle exclusif. Cette interprétation, étayée par des preuves circonstancielles plutôt que par une documentation explicite, ajoute une dimension supplémentaire de complexité à la relation entre les deux dignitaires, habituellement simplifiée dans les récits généraux sur la structure du pouvoir des SS comme une collaboration harmonieuse entre un mentor et un subordonné loyal. La reconstitution détaillée de l'agonie de Heydrich, conservée dans les dossiers de l'hôpital Bulovka, devint des décennies plus tard un objet d'étude pour les spécialistes de la médecine militaire et de l'histoire de la médecine, intéressés par l'analyse des limites thérapeutiques de l'époque face aux infections bactériennes sévères dans un contexte de guerre. L'équipe médicale documenta heure par heure l'évolution des signes vitaux du patient, y compris des épisodes de forte fièvre intermittente, une détérioration progressive de la fonction respiratoire et enfin un tableau de coagulation intravasculaire disséminé que les spécialistes modernes identifient comme une conséquence directe de la septicémie non maîtrisée à temps. Des chercheurs qui examinèrent ce dossier durant la seconde moitié du XXe siècle indiquèrent que si un traitement précoce par sulfamide avait été disponible, ou, dans un scénario encore plus favorable, par pénicilline, dont l'usage clinique généralisé dans le camp allié commençait précisément à s'étendre durant cette période, les probabilités de survie auraient considérablement augmenté. Cette circonstance ajoute une dimension supplémentaire de contingence historique au dénouement final de Heydrich. Sa mort ne résulta pas exclusivement de l'efficacité de l'attentat planifié à Londres et exécuté à Prague, mais également de décisions médicales concrètes et de limitations technologiques propres à la médecine allemande de 1942. Un ensemble de facteurs qui, combinés, scellèrent le destin de l'un des administrateurs les plus efficaces et les plus meurtriers produits par l'appareil de sécurité du Troisième Reich. Une facette de la gestion de Heydrich qui reçoit peu d'attention en dehors des cercles académiques spécialisés est son rôle dans l'organisation du système de spoliation économique lié aux déportations. Sous sa supervision directe, le service de sécurité des SS établit des protocoles détaillés pour la confiscation systématique des propriétés, comptes bancaires, bijoux et biens immobiliers appartenant aux personnes déportées, un processus qui généra des revenus substantiels partiellement redirigés vers le financement de la machine répressive elle-même. Heydrich ordonna la création de bureaux spécifiques chargés de cataloguer et de vendre aux enchères les biens confisqués dans le protectorat de Bohême-Moravie. Un mécanisme qui combinait la spoliation idéologique avec un calcul économique précis, destiné à soutenir le fonctionnement d'un appareil dont l'ampleur en personnel et en logistique exigeait un financement constant. Des documents comptables partiels, conservés dans des archives bancaires tchèques et allemandes, montrent qu'une partie de ces fonds fut également acheminée vers des comptes liés à des opérations de renseignement à l'étranger, y compris le paiement d'informateurs et le financement de réseaux d'espionnage que Heydrich lui-même coordonnait au-delà des frontières du territoire occupé. Cette dimension financière, généralement éclipsée dans les récits centrés sur la violence physique directe, révèle à quel point la structure construite par Heydrich intégrait délibérément la composante économique comme une partie indissociable de son fonctionnement, transformant la spoliation matérielle des victimes en un rouage supplémentaire d'une machine conçue pour se soutenir elle-même avec la plus grande efficacité possible. Les 18 strates d'information réunies tout au long de ce parcours montrent un même individu sous des perspectives qui coïncident rarement dans un seul récit de vulgarisation. Le violoniste qui répétait des pièces de musique de chambre coexiste avec le concepteur des Einsatzgruppen.
L'officier de marine expulsé pour conduite indigne coexiste avec le président officiel d'un organisme international de coopération policière. L'homme dont la mort fut transformée par le régime nazi en mythe fondateur de l'une des phases les plus meurtrières de l'Holocauste coexiste avec un patient dont l'agonie de 8 jours fut consignée dans des détails cliniques que n'importe quel hôpital moderne reconnaîtrait comme une infection traitable. Chacun de ces fragments, documentés de manière indépendante dans des archives militaires, judiciaires, médicales et diplomatiques dispersées dans différents pays, compose dans son ensemble un portrait considérablement plus complexe que le résumé biographique standard qui accompagne généralement son nom dans les encyclopédies générales et les productions audiovisuelles de vulgarisation de masse. L'examen continu des archives déclassifiées en Russie, en République tchèque, au Royaume-Uni et en Allemagne suggère que la biographie documentée de Reinhard Heydrich, malgré les décennies écoulées depuis sa mort en 1942, n'a pas encore complètement épuisé sa capacité à révéler des épisodes que l'histoire officielle, pour différentes raisons politiques et narratives, préféra maintenir au second plan. L'héritage d'un système qui survécut à son architecte. La mort de Heydrich n'arrêta pas la machinerie qu'il avait conçue. La conférence de Wannsee et les protocoles administratifs qu'il établit continuèrent de fonctionner sous la direction d'Ernst Kaltenbrunner, son successeur à la tête de l'Office central de la sécurité du Reich, et d'Adolf Eichmann, directement chargé de la logistique des déportations. L'opération Reinhard atteignit son niveau maximal de létalité précisément dans les mois qui suivirent la mort de celui dont elle portait le nom. Les camps de Belzec, Sobibor et Treblinka, fonctionnant à capacité soutenue jusqu'à la fin de 1943, lorsque les autorités nazies ordonnèrent leur démantèlement et l'élimination systématique des preuves matérielles, notamment l'exhumation et la crémation de corps précédemment enterrés dans des fosses communes, dans une tentative d'effacer les traces face à l'avancée prévisible des forces soviétiques. Des historiens spécialisés dans l'Holocauste, parmi lesquels Raoul Hilberg, ont souligné que l'efficacité administrative que Heydrich imprima à l'ensemble du système, depuis la classification raciale jusqu'à la coordination interministérielle démontrée à Wannsee, fonctionna comme un modèle reproductible qui survécut parfaitement à sa disparition physique, preuve que le génocide nazi dépendait d'une structure bureaucratique conçue pour fonctionner au-delà de tout individu concret, y compris son principal architecte. Le procès de Nuremberg, tenu entre 1945 et 1946, ne put juger directement Heydrich pour des raisons évidentes, mais son nom apparut constamment dans les témoignages de nombreux accusés qui citèrent des ordres, des directives et des réunions présidées par lui comme une partie centrale de la chaîne de commandement qui conduisit à l'extermination systématique de millions de personnes. Adolf Eichmann, jugé séparément à Jérusalem en 1961, consacra une partie considérable de son témoignage à décrire le rôle central de Heydrich dans la conceptualisation administrative de la solution finale, apportant des détails sur des réunions internes et des méthodes de travail qui complétèrent de manière significative les connaissances historiques disponibles jusqu'alors sur la structure interne de l'appareil que Heydrich avait construit. Ces témoignages ultérieurs, ajoutés aux documents déclassifiés des archives soviétiques, britanniques et tchèques au cours des dernières décennies du XXe siècle, permirent de reconstruire avec une plus grande précision des épisodes qui, pendant des années, restèrent enveloppés dans la version simplifiée que la propagande nazie et, par la suite, certains récits d'après-guerre construisirent autour de sa figure. L'historiographie spécialisée continue de réexaminer des aspects précis de la biographie de Heydrich à mesure que de nouvelles archives sont déclassifiées dans différents pays, depuis les fonds militaires soviétiques jusqu'à la documentation bancaire suisse liée aux opérations financières des SS. Chaque nouvelle découverte documentaire tente à confirmer le schéma général établi par la recherche historique consolidée, tout en ajoutant des nuances sur l'ampleur exacte d'opérations spécifiques, telles que la véritable portée de la manipulation du renseignement contre l'armée rouge ou le contenu précis des archives détruites après sa mort. Cette combinaison de certitudes documentaires solides et de zones d'incertitude persistantes fait de la biographie de Reinhard Heydrich l'un des cas d'études les plus complets disponibles sur l'articulation entre ambition personnelle, talent administratif exceptionnel et construction de l'un des systèmes de violence étatique les plus meurtriers documentés dans l'histoire contemporaine.